Lors du 9e colloque de la Société française des études japonaises du mois de décembre 2010, une série de conférences était proposée sur des thèmes très contemporains et liés aux univers de l'animation, de la pop culture et des modes urbaines. Une partie de ces conférences fut regroupée sous le titre « Le Japon des magazines, exotisme et construction identitaire ». Au sein de ce panel, Clotilde Sabre de l'Université de Lille 1 proposa une conférence ayant pour titre « Manga, voyage et exotisme, la pop culture japonaise entre regard occidental et symbole national ». Sujet à la fois sensible et complexe. Que cela soit dans les magazines, les films d'animation ou dans les mangas, n'avons-nous pas une image tronquée ou déformée de la réalité? Une version idéalisée en quelque sorte? Notre passion pour certains aspects de ce pays n'est-elle pas une sorte de filtre qui nous empêche de voir la réalité? Et que pensent les Japonais de ces touristes occidentaux qui connaissent par cœur les paroles du générique de City Hunter ou viennent visiter le musée Ghibli pour ensuite se plonger dans le quartier d'Akihabara? Ce ne sont là que quelques problématiques que Clotilde Sabre nous propose comme sujet de réflexion, tout en prenant garde aux multiples clichés. Observer ce phénomène d'un point de vue ethnologique? Voilà bien quelque chose qui peut sembler assez intrigant. Cela correspond toutefois à une évolution des thèmes de recherche de l'ethnologie, comme nous l'explique très simplement Clotilde Sabre. Au tout début où j'ai commencé à étudier l'ethnologie, c'était un parcours assez spécial, puisque donc l'ethnologie classique, voilà, c'est l'ethnologue qui s'en va au bout du monde, voilà, avec les tribus en Amazonie, c'est l'image un peu classique. Et moi j'ai commencé par un parcours où on nous apprenait vraiment ce qu'ils appellent l'ethnologie du présent, l'ethnologie contemporaine, donc où justement tout peut être sujet d'études ethnologiques, voilà, tous les phénomènes de notre vie actuelle. Donc ça touche beaucoup à la sociologie, mais c'est pas tout à fait la même approche. Donc pour moi la question, il n'y a jamais eu c'était assez naturel en fait. J'ai commencé par m'intéresser quand j'étais en maîtrise, donc à l'époque, j'ai commencé par faire une étude dans une boutique spécialisée en fait, qui vendait des mangas, ce genre de choses. Et comme voilà, le côté ethnologie, un pays, une culture différente, j'avais toujours un attrait pour le Japon, donc j'ai fait le lien assez facilement en fait. Après une première partie sur l'historique de la pop culture japonaise en France, Clotilde Sabre développe son propos et définit ce qu'elle nomme le pèlerinage médiatique, ou la mise en tourisme de la passion. Bien que ce phénomène existe ailleurs, comme par exemple pour les lieux liés au film Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, il acquiert au Japon une importance toute particulière. Ce qu'on connaît du Japon par le biais justement des mangas, des animes, même si les gens par expérience, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils vont commencer à regarder des reportages, ils vont utiliser les petites vidéos qu'il y a sur YouTube, il y a plein de vidéos de la vie, le métro au Japon, ou Shibuya, le croisement, tout ça, ce genre de choses. Donc, et en fait c'est des choses qu'on voit aussi beaucoup, il y a beaucoup de mangas qui se passent dans Tokyo. Et donc du coup, les gens vont vouloir aller voir ce qu'ils ont vu dans les mangas. Donc du coup, ça va un petit peu guider le choix des lieux à visiter, puisque quand on voyage, on n'a pas le temps en général, malheureusement, de vraiment vivre la vie quotidienne des habitants du pays. Donc voilà, il y a les guides, comme le guide de Routard. D'ailleurs, je crois que ça existe, il y a eu des trucs qui ont été publiés, voilà, de découvrir le Japon du manga. Donc il y a les trucs classiques du genre aller au musée Ghibli, aller voir, par exemple j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit que quand il était allé pour la première fois à Tokyo, il voulait aller voir les keitai qui sont dans X de Clamp, ou alors il y a plein de gens qui sont d'ailleurs, j'ai vu ça aussi quand je suis allée à la Japan Expo, il y avait Tsukasa Ojo qui était invité, et je sais plus qui faisait l'animation, mais on parlait justement les gens qui voulaient absolument voir My City parce que c'est dans City Hunter et qu'en fait maintenant ça s'appelle Luminé, etc. Mais j'en connais, oui, effectivement, qui sont tout de suite allés à Shinjuku. Donc finalement, pour voir quoi? Un grand magasin. Donc si on n'est pas fan, si on ne connaît pas City Hunter, ça n'a pas de sens, alors que quand on est fan et qu'on aime ça, au contraire, ça fait quelque chose et on y tient beaucoup, quoi. Le regard des Occidentaux sur la pop culture et les visites de nouveaux lieux chargés d'affectifs va modifier bien évidemment le regard que portent les Japonais sur cet univers. Cette culture va peu à peu gagner en considération. Elle était jusqu'à présent réservée en grande partie à des fans, parfois considérés comme une population assez renfermée sur elle-même, avec le phénomène des otaku. Les autorités japonaises ont essayé peu à peu de tirer profit de cette manne financière et de ce succès à l'étranger. L'idée d'un Cool Japan ou la stratégie d'un soft power nippon fait peu à peu son chemin. Cela va se traduire plus concrètement par une réorganisation dès 1997 de l'Office de tourisme japonais, qui recentre désormais sa communication en direction des visiteurs occidentaux. La célébrité de la pop culture est aussi mieux prise en compte dans les différents organismes japonais à l'étranger par exemple.
Le quartier d'Akihabara va aussi bénéficier de cet essor et de cet afflux de touristes, au point qu'aujourd'hui encore, on parle d'un Akihabara boom. En fait, le quartier, il est en pleine reconstruction. Moi, la première fois que je suis allée au Japon, c'était en 2005, donc je suis allée à Akihabara. Bon, je parlais pas un mot de japonais, donc c'était un peu difficile. Moi, il y a un Français qui m'a un peu emmené pour me faire visiter, mais voilà, c'était d'ailleurs c'était à l'époque de la diffusion de Densha Otoko, où justement on montrait, pour les Japonais, le quartier d'Akihabara était montré dans la série, etc. Et en fait, voilà, le quartier, donc justement, il y avait toutes ces boutiques très particulières. On pouvait trouver tout et n'importe quoi. Et voilà, et c'est tout. Et si on voulait essayer de voir ça un petit peu, fallait se débrouiller par soi-même. Et en fait, au fur et à mesure, donc je suis retournée plusieurs fois au Japon depuis, et en fait, il y a des immeubles qui ont été construits, il y a des visites du quartier qui se sont mises en place, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, justement, parce que pour moi on est vraiment complètement à la fois dans le pèlerinage médiatique et puis dans l'essai de justement en faire quelque chose de vraiment touristique, quoi, côté japonais. Et donc le quartier est en pleine rénovation, mais en même temps il se dit que du coup justement les otaku qui fréquentaient le quartier s'en vont, parce que voilà, c'est pas du tout leur but, c'était de se rassembler eux, d'avoir des boutiques où ils pouvaient trouver les produits qui les intéressaient. Et en fait maintenant il y a les touristes viennent plus uniquement, voilà, c'est plus Akihabara Electric Town où on vient pour trouver des gadgets électroniques moins chers, etc. Il y a vraiment ce côté où on vient visiter le quartier des otaku. La construction du nouveau musée du manga à Kyoto illustre également cette volonté de l'État japonais de donner à l'univers de la pop culture une image de sérieux et de respectabilité. Le manga devient un sujet de recherche, ses symboles et son histoire un objet de réflexion. À travers une étude statistique, Clotilde Sabre a essayé de déterminer quelle population pourrait s'intéresser à la visite d'un tel musée. Elle nous en livre ici les premiers résultats. Alors, ce qui était très intéressant au musée du manga, c'était un questionnaire qui était en libre service en français et en anglais. Donc, j'ai pas eu des réponses que de francophones. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir que Kyoto est moins associé immédiatement avec la pop culture, tout le côté très moderne, etc. Et il y a quand même beaucoup de gens qui venaient, par exemple parce que le musée est vraiment chaudement recommandé dans les guides, même dans le Michelin, Japon, etc. Donc le musée a une bonne image parce qu'il est vraiment recommandé dans les guides. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent au musée du manga plutôt parce que eux, ils sont venus visiter le Japon peut-être pour d'autres raisons. Et par exemple, Kyoto, les temples, le côté zen, beaucoup plus classique de la culture japonaise. Et en fait, ils ont dans l'idée que, pourquoi pas, c'est aussi un aspect intéressant à connaître. Et donc allons-y, allons voir. Puis il y a pas mal de familles aussi, de gens qui voyagent avec leurs enfants et qui se disent que, justement, c'est moins sérieux et ça va plaire à leurs enfants, etc. L'image du fan de pop culture ou de l'otaku aurait-elle désormais changé? Serait-il devenu respectable? Ce n'est pas si simple. Le terme d'otaku connaît aujourd'hui encore une définition différente au Japon et en Occident. On vante cette culture vis-à-vis des étrangers, mais il s'agit avant tout d'une méthode marketing et non d'une réalité sociale bien plus contrastée et complexe. La perception que j'en ai moi, puisque après il y a d'autres, j'ai rencontré des gens, des chercheurs qui travaillent au Japon sur la question otaku, etc. C'est que oui, justement, quand on peut-être côté japonais, dans l'idée de présenter justement le côté cool Japan, on enlève tout le côté problématique, les problèmes sociaux qui peuvent être liés au phénomène des otaku, etc. Et donc par exemple sur le site américain de l'Office du tourisme japonais, il y a une page invitation à un parcours otaku. Et donc, en gros, on conseille d'aller à Akihabara, d'aller dans telle boutique, d'aller au musée Ghibli. Donc, je ne suis pas convaincue que ce soit vraiment le summum de la sortie des otaku, type otaku. Mais donc voilà, en plus, c'est plutôt dans l'idée, le mot
et plus employé avec les problèmes sociaux qu'il peut y avoir derrière, le côté problématique, un peu mis à l'écart, etc., qui pose problème dans la société japonaise. Pour conclure son intervention, Clotilde Sabre montre la difficulté qu'il y a à définir ce double regard français et japonais sur la pop culture. La popularité de cet univers à l'étranger a créé un nouveau tourisme de plus en plus rentable que de nombreux acteurs publics ou privés essayent de capter. Et cela n'est pas sans conséquence. C'est justement les pistes qui m'intéressent, et de voir un petit peu, c'est d'abord de continuer à explorer cette question du double regard et de l'interaction entre légitimation extérieure et légitimation intérieure, donc émique éthique, et puis la question aussi il y a un acteur manquant quand même dans tout ce que j'ai expliqué, c'est justement la société japonaise, mais au niveau des individus, c'est-à-dire que pense-t-il de tout ce phénomène. Je me suis entretenue surtout avec les chercheurs du musée du manga, des gens qui sont déjà des universitaires, qui eux sont très sceptiques, sont très contents d'obtenir des fonds pour pouvoir justement archiver les mangas, etc. Puisque le musée du manga, c'est une bibliothèque pour les habitants de Kyoto, mais qui par contre sont très très sceptiques, font la moue quand on leur parle du Cool Japan. Et moi j'étais en 2009, il y avait un projet d'un très grand musée qui avait été voté, qui a fait un scandale pas possible d'ailleurs avant les élections, et ils étaient très sceptiques justement vis-à-vis de ça. Je vous remercie.